Kabound, Franck Diongo, sont-ils des frustrés ou des réalistes? Nous allons en parler avec M. Jean-Paul Sivila Ilunga. Bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir. Voilà, bonsoir. Vous êtes président des MCU, mouvement des Congolais Unis. Des Congolais Unis. Vous êtes de l'Union Sacrée. Oui. Et qu'est-ce que vous avez déjà gagné dans l'Union Sacrée depuis que vous y êtes? Aucun poste? Poste ministériel ou mandataire? Notre objectif n'était pas de gagner un poste. Oui. Mais vous ne faites pas l'apostolat en politique, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Nous n'avons pas affronté les élections. Et si nous sommes dans l'Union Sacrée, ce n'était pas immédiatement pour avoir un poste, c'était aussi pour apprendre et voir dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble avec les chefs de l'État, parce que vous savez, accompagner une vision, pas nécessairement dans les institutions, même en dehors des institutions, c'est ce qui d'ailleurs nous a coûté le mérite d'avoir le nom de Mwana Bitinda, Yaba Congolais. Et je pense que... Donc les Congolais vous envoient? Oui. Et cela nous a donné vraiment une place de choix dans la population et a facilité beaucoup notre implantation. Oui, mais parti politique, vous êtes parti politique mallette ou parti politique qui est étendu sur toute l'ensemble du territoire national? Nous sommes un parti politique implanté, réellement implanté, ancré dans le Congo profond. Oui, dans le Congo profond, parce que si vous entendez très souvent dans nos discours, nous parlons du Congo profond, nous parlons du développement de nos communautés de base, c'est parce que nous sommes réellement implantés et nous avons les retombées de cette implantation qui nous montrent réellement. À Bouende, vous y êtes? Bien sûr. À Bouende. Nous sommes bien implantés. Vous êtes à Likasi? Nous sommes à Likasi. Nous sommes à Likasi, nous sommes jusqu'à Kakanda, Kambov. Oui, implantés pas superficiellement, avec des bureaux, adresses. Avec quels moyens? Écoutez, un parti politique vit d'abord de ses cotisations. Okay. Nous sommes un des rares partis politiques qui vit de ses cotisations et également vit de la vente de ses cartes. Bien sûr, tout en étant président national, je dois apporter un peu plus. Et cela grâce à notre propre sueur. Vraiment, nous ne sommes pas sur la liste de ceux qui touchent quelque chose. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il touche, mais néanmoins, nous ne sommes pas sur cette liste. Voilà, il y a ces derniers temps cette sortie médiatique de Jean-Marc Kabound, sortie médiatique de Franck Diongo, sortie médiatique de l'UDPS, ce qui fait qu'il y a des frustrations au sein de votre famille politique, la grande famille politique d'ailleurs, l'Union Sacrée. On peut dire ça aujourd'hui? Non, mais vous savez, lorsque déjà, nous ne prenons pas ça vraiment au sérieux parce que déjà, le parti au pouvoir dont nous accompagnons les chefs de l'État, si les chefs de l'État viennent de cette famille, a mis dehors Jean-Marc Kabound. Donc Jean-Marc Kabound n'était plus un souci, en fait. Mais aujourd'hui, il est en train de vous inquiéter. Il ne nous inquiète pas parce que moi, à l'écoutant, c'est comme si j'écoutais un vice-président de la République déçu. 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 Comme nous n'avons pas de vice-président de la République, parce qu'à un certain moment, il se comportait comme s'il était l'adjoint du président de la République et qu'il était au-dessus de la mêlée. En l'entendant, en l'écoutant, j'ai senti que c'est un monsieur qui... un mort-né. Mort-né. Un mort-né, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas naître, on ne peut pas devenir un parti politique aujourd'hui et on se déclare de l'opposition. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une démarche politique. Lui, l'idéologie qu'il apprenait, il dit qu'il veut être opposant parce que le gouvernement ou le président qui l'accompagnait durant les 3 premières années, il trouve que les bilans ont échoué. Peut-être que le chef de l'État ne l'a pas écouté en tant qu'individu. Mais maintenant qu'il a créé un parti politique, il devait tenter la deuxième démarche. Voir si vraiment, en tant qu'un parti politique, le chef de l'État pouvait l'écouter sur base des choses concrètes. Mais il est né déjà opposant. On se demande, il s'oppose à quoi? Parce qu'il connaissait Félix Tshisekedi mieux que nous tous. C'est lui qui l'a proposé aussi comme président de la République. Il s'est battu pour ça. Et subitement, le même pour qui il s'est battu aujourd'hui est le diable. Je comprends qu'il cherche un repositionnement. Parce que, vous savez, appartenir à la grande famille Union Sacrée n'est pas facile. Vous allez trouver tout là-bas. Et
en étant opposant, il s'est dit qu'il sera vite écouté par la population. Mais c'est ce qu'il a Mais dit, cette il a population menti. n'est C'est pas qu'il a dit, il a parlé de l'incompétence, il a parlé des jouissances ou des jouisseurs. Jean-Marc Kabound il a parlé de beaucoup de choses. Il est compétent en quoi? Ouais. Il était vice-président. Mais c'est lui qui a défenestré la dame, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. C'est qu'il a des astuces pour certainement faire Non, ce n'était pas un combat individuel, c'était un combat de tous. Même nous qui n'étions pas dans le Parlement, nous nous sommes battus pour ça. Mais celui qui était à la tête. Il était. Oui, il était. Et celui qui pesait même pour la formation de l'Union sacrée. Non, pas Regardez, du tout. il a dit il était pas du tout. Jean-Marc Kabound. Il n'y aura pas de concessions. Jean-Marc Kabound a échoué d'implanter son parti, l'UDPS. Mais l'UDPS était déjà implanté, comment il Non, mais écoutez, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous dites? Ouais. Nous connaissons ce que c'est l'implantation. L'UDPS est connu de son histoire au nom de Tshisekedi. D'abord, combien connaissaient le nom de l'UDPS? Tout le monde parlait de Tshisekedi. Et même dans les plus profonds, au Congo, on parlait seulement de Tshisekedi. L'UDPS, c'est à peine qu'on commence à parler de l'UDPS, dans le fin fond. Donc, il devait accomplir sa mission d'implanter le parti pendant tous ces temps. Mais il n'était qu'un intérimaire. Non, en tant président qu'intérimaire. Intérimaire, oui. Parce que le président occupe des fonctions hautement, des hautes fonctions dans la République. Donc, il assumait tout du parti. Et rien ne l'empêchait pour implanter le parti. Moi, je ne pense pas que nous pouvons faire de Jean-Marc Kabound un débat. Parce que... Mais il est sur toutes les lèvres actuellement. Et même son parti, son ancien parti, l'UDPS, l'a recadré. C'est qu'il a gêné, il a dit des choses. Il y a d'autres qui disent que c'était une douche froide. C'est normal de recadrer pour que l'opinion nationale puisse savoir la vérité. Parce que lui est allé peut-être en dehors de la vérité. Mais moi, je n'aimerais pas vraiment me pencher là-dessus parce que je ne le vois pas fort dans cet élan. Lui est fort. Je ne le vois pas fort dans cette République avec ses débuts ou cet élan. Il est parti rancunier. Il est parti... les choses qu'il disait... Bon, moi, je me dis est-ce que, étant chef de l'État, on n'a pas droit de prendre un verre avec des amis? Je ne sais pas s'il a une fois accompagné le chef de l'État chez Ntemba. Je ne sais pas s'il l'a accompagné dans un bar à Bandal. Il fallait qu'il prenne quand même certaines postures, montrant que le pays est agressé, que de se livrer... Nous voyons le chef de l'État sur tous les fronts. Il est en train de se déplacer lui-même. Il n'envoie pas des émissaires seulement. Il se déplace et il a ces soucis-là. Et alors, je sais que la vérité ou encore, il cherche à ce que le chef de l'État puisse y répondre. C'est un bon débarras, vous trouvez que c'est un bon débarras moi, je trouve que Jean-Marc Kabound, il n'a pas bien fait les choses, mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alors vous voulez qu'il revienne à la raison. Mais c'est que... Et ça sonne vite aux oreilles de l'opposition, comme qui dirait, c'est un bouc émissaire. Bouc émissaire. Vous voyez derrière qui peut être derrière lui? Fayoulou, Mouzitou, le PPRD ou Moukatumbi? Je crains faire un pronostic là-dessus. Je sais que vous l'aurez. Sur votre plateau, il va se déballer. Alors, en fait, les mêmes accusations ou le même réquisitoire de Jean-Marc Kabound, on le trouve aussi chez Franck Diongo. Franck Diongo dit que c'est vraiment un échec total. Oui, Franck Diongo, il a fait une réflexion. Et il a fait une réflexion et il a donné aussi sa position et il a invité même la population à se débarrasser du chef de l'État. Cela montre à suffisance que nous sommes dans un pays d'état de droit et l'expression est autorisée à tout le monde. Je considère. Donc tous ces deux-là, ils ne sont pas inquiétés. Ce que Franck Diongo a dit, ils ne sont pas inquiétés. Parce qu'il n'a pas porté des injures, il a fait une réflexion. Comme un politique, je respecte. Je pense que Kabound et les autres ne sont pas inquiétés. Parce qu'ils ont tenu ces propos. Bon, écoutez, je pense que ce n'est pas bon qu'il soit poursuivi malgré ces propos qu'il a tenus. Je préfère encore réfléchir autour de Franck Diongo, qui a donné une réflexion. Et moi, je pense que cette réflexion peut nous interpeller tous, même nous qui sommes dans l'Union sacrée. C'est une réflexion qu'il a faite.
Et il a demandé à ce que la population se débarrasse du chef de l'État. Je sais qu'il fait allusion aux élections. Qu'il se prépare lui-même aussi aux élections, parce que nous sommes prêts. Est-ce que lui-même est prêt? Est-ce que vous ne vous sentez pas frustré au sein de l'Union sacrée? Parce que c'est un bateau qui regorge beaucoup de personnes, mais c'est comme si c'est aussi une catégorie des gens qui est écoutée par rapport aux autres. L'Union sacrée, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une organisation formelle. Mais c'est ça les deux autres, qu'il n'y a pas de coordonnateur. Non, c'est un état d'esprit que le vous chef allez de comme l'État ça a lancé. Et comment il n'a pas voulu ça comme, il n'a pas voulu ça comme une organisation politique. Il a voulu ça comme une vision, un esprit d'être ensemble au profit de notre population, au profit de la République. Donc, s'il vient de quitter le bateau, c'est tout à fait normal. Et moi, tout ce que je peux lui donner comme conseil, de commencer à faire des suggestions. Vous savez, être opposant, c'est un travail très difficile. Pourquoi? Parce que au Congo, il n'y a qu'au Congo où je trouve qu'être opposant, c'est très facile parce que vous vous lancez aux injures et aux critiques, c'est tout. Vous ne faites aucune proposition claire. Je demanderai à mon frère, à mon grand frère, Franck Diongo, de faire des propositions à haute voix par rapport à la gratuité, qu'il fasse des propositions à haute voix, qu'il pourra peut-être... nous pourrions rencontrer ces réflexions et peut-être des fois les joindre et prêter main forte. Vous savez, l'Union sacrée n'est pas une prison. Nous qui avons l'esprit d'indépendance et nous avons notre indépendance financière, nous pouvons rejoindre toute personne qui réfléchit au profit de la République. Alors, ça veut dire quoi? Vous pouvez rejoindre Franck Diongo parce que lui, il s'est déclaré candidat sur un point. Il s'est déclaré candidat président. Ça, c'est une très bonne... Nous pouvons le rejoindre dans une réflexion. Oui. Lorsqu'il parle de l'échec de la gratuité qui n'a pas été créée par le chef de l'État. Il l'a trouvé. Il l'a trouvé dans la Constitution, il l'a mis en place. C'était à nous tous de prêter main forte. Est-ce qu'il peut faire maintenant des propositions beaucoup plus concrètes sur comment est-ce que nous pouvons faire avancer cette histoire de la gratuité? Voilà, je l'attends, j'espère que... Et s'il donnait de bonnes réflexions, nous allons soutenir ces réflexions afin que les chefs de l'État appliquent les réflexions de notre frère Franck Diongo. Alors que... Pas pour le rejoindre... Alors que Bunagana est toujours entre les mains des insurgés, et à la situation sécuritaire qui est délétère. Ici, il y a cette situation Franck Diongo, Jama Kaboun. Vous ne voyez pas que la situation sécuritaire, c'est aussi un problème qui vient plomber le mandat du chef de l'État? Vous savez, moi j'ai toujours voulu que nous puissions parler, vous savez, lorsqu'il y a une situation dans votre maison, vous devez commencer par vous interroger vous-même. Qu'est-ce qui a fait que dans ma maison, qu'il y ait insécurité? Quels sont les éléments qui ont fait que nous puissions être en insécurité jusqu'à ce point et qu'aujourd'hui on nous prenne encore Bunagana? Nous devons partir du fait que nous avons des voisins. Et tous ces voisins veulent à tout prix gagner quelque chose dans notre pays. Quand nous retournons dans notre intérieur, nous trouvons que nous avons affaibli au point que nos chefs coutumiers n'ont plus un pouvoir. Les chefs coutumiers. Nos chefs coutumiers. Qu'est-ce qu'ils devaient faire, ces chefs coutumiers? Ces chefs coutumiers, quand on voit Runyoni Tchanzou tomber comme ça, alors l'on s'est demandé où serait la force ancestrale. Nous les avons vidés. Oui. Nous avons vidé les chefs coutumiers. Par vous, les politiques? Oui, par nous, les politiques, nous avons vidé les chefs coutumiers de leur force ou encore de leur pouvoir tout autour de leur circonscription ou encore de leur chefferie ou encore, je ne sais pas. Et vous savez, ce pays, la RDC, est constitué de villages, des familles, des villages, des quartiers, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous ayons des territoires, des provinces, ainsi de suite. Donc nous devons comprendre que lorsque nous perdons le pouvoir déjà sur le plan coutumier, ces chefs n'ont plus un mot à dire à la jeunesse, c'est que ça va coûter cher à nous-mêmes. Et troisième élément, je voulais que nous puissions faire très attention. Il y a des éléments qui demandent à ce que certains ministres sectoriels puissent s'impliquer. Je prendrai les cas. La plupart des creuseurs, ils creusent l'or, ils creusent les tantalite et consorts, ils partent vendre aux pays les plus proches. Ils vont en Ouganda, ils vont au Rwanda, ils vont, je ne sais pas, au Burundi. De là, ils vont faire leurs transactions. Soit c'est les creuseurs, soit ce sont des négociants.
ils font la transaction. On leur impose 60% en munitions et 40% en cash. Quand il revient avec cela, si lui n'est pas un porteur d'armes, il est obligé de vendre ses munitions. S'il est porteur d'armes, il est obligé d'utiliser ses munitions. Est-ce que dans notre pays, nous ne pouvons pas nous organiser à notre niveau pour que la Banque centrale, en collaboration avec nos banques commerciales, régorger ce marché-là, commencer à acheter nos minéraux à partir de nos succursales des banques? Ainsi donc, nos frères et sœurs qui traversent les frontières, où on leur impose des prix, on leur impose des choses dans la transaction, qu'ils puissent vendre dans leur pays à la monnaie locale et retourner dans leur milieu, automatiquement commencer à consommer ce dont ils ont besoin. Donc, ce sont des réflexions où vous allez trouver que même les ministres de l'Intérieur, des mines devaient s'impliquer, les ministres de l'économie, tout ce monde-là devait s'impliquer. Et par rapport à nos voisins, quel business nous leur proposons? Est-ce que nos ministres sont capables de proposer, par exemple, au Rwanda, un business? Est-ce qu'il faut le proposer? Parce que ils n'ont qu'à rester là-bas. Donc, écoutez, si chez moi, Baboma Kaipanangaï Ngombe, chaque dimanche, pour que mes voisins ne soient pas jaloux ou encore qui se disent que ce monsieur-là ne fait que la fête seul, je préfère encore n'a proposer Bangwata Makoso. Je préfère n'a proposer Bangwata Maboumou. C'est comme ça. Au fait, le business, c'est-à-dire que ça sera gagnant-gagnant. Oui, mais ces voisins-là, ils sont trop voraces, ils veulent tout avoir, ils veulent avoir en grande quantité. Est-ce que vous croyez... Non, il ne faut pas avoir ça gratuitement. Ils achètent. Seulement, c'est un trade market. Prenons, lorsque le Rwanda implantait une raffinerie au Rwanda, où était le Congo? Nous étions là. C'est un projet que nous pouvions convaincre le Rwanda d'implanter ça chez nous et ils allaient avoir leur part. Et actuellement, ils ont implanté au niveau de Bukavu cette raffinerie. Ça c'est notre projet qui vient de notre côté. Oui. Mais seulement, cette concurrence va continuer à créer ces frustrations. Pourquoi ne pas convaincre en amont que cette raffinerie du Rwanda déménage au Congo et ils ont leur part? À l'époque de Mobutu, pourquoi on était tranquille? Parce que tous ces voisins, ils étaient nos commissionnaires. Ils vendaient les minéraux pour nous. Et nous étions toujours gagnants. Nous ne perdions rien. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas leur proposer aujourd'hui avec ces géants Congo qui a tout? Maintenant, actuellement, comme ils sont habitués aux mafias, business, est-ce que vous croyez qu'ils vont accepter ça? Parce qu'ils veulent, par mafia, ils vont beaucoup avoir, par des voies légales. La bonne diplomatie est celle qui est dissuasive. Et notre diplomatie a échoué? Comment vous avez trouvé votre diplomatie? Elle a échoué? Non, notre diplomatie est une diplomatie des plaintifs. Une diplomatie doit être dissuasive. Une diplomatie, je dois montrer que je suis apte à monter les escaliers de Télé 50 et présenter une émission. Si je montre que je ne suis pas apte, vous hésiterez de me donner votre micro. Donc, quelque part, nous, la RDC, nous devons être à mesure de nous imposer dans nos propositions. Nous proposons, vous prenez, si vous ne prenez pas, nous proposons à quelqu'un d'autre qui vous barrera la route. C'est comme ça que ça se passe dans les négociations au niveau international. Il n'y a pas de cadeaux que l'on donne à un pays. Il n'y a pas de pays frères. Il n'y a que des intérêts et de profits. Tout bon chef fait de sorte que son peuple soit en sécurité, son peuple ait suffisamment de quoi se nourrir, pas gratuitement, mais qu'ils aient à manger, pas aller chaque fois. Est-ce que faudra-t-il négocier avec le Rwanda tel qu'après, avec l'M23, tel qu'a préconisé le président Museveni, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une négociation, qu'on puisse s'entendre, alors que déjà le gouvernement a taxé tous ces jeunes recrutés par le M23 et consorts, vous savez, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire et il n'y a pas à manger, ils doivent aller de l'autre côté de la frontière pour acheter ou trouver de l'argent. Mais si nous mettions, comme le MCU, nous mettons toujours l'accent sur l'agriculture, l'autonomie du ventre rend un peuple indépendant. Quelles que soient les circonstances, nous devons d'abord être capables de nourrir notre population à moindre coût. Et cela va faire de sorte que lorsque si vous vous donnez le luxe de venir recruter des rebelles, les jeunes vont vous dire que nous sommes très occupés. Oui, mais ce sont des Rwandais, la plupart ceux qui sont arrêtés là. Il y a moins de Congolais, la plupart sont des Rwandais. Si nous regardons la configuration militaire, le Rwanda n'est pas capable de prendre les armes.
Le Rwanda. Le Rwanda n'a jamais fait une guerre. Alors maintenant, c'est le Rwanda, ce sont des Congolais qui sont derrière. Nous devons connaître la force de chaque nation militairement. Le Rwanda est fort en renseignement. Et c'est le renseignement qui a fait infiltrer beaucoup de personnes dans notre armée. L'Ouganda est fort en artillerie. Nous devons connaître la force. Artillerie. Oui, nous devons connaître la force de tout un chacun. Et puisque le Rwanda ne peut pas prendre des armes, qu'est-ce que nous pouvons prendre en échange? Ils sont forts en renseignement. Notre renseignement est faible. Ça, c'est vrai. Nous devons reconnaître parce que nous n'avons pas réussi à infiltrer aussi dans l'armée rwandaise. Comment expliquer? Et pourtant, nous avons des Congolais qui sont au Rwanda depuis 1965, qui sont toujours Congolais. Mais pourquoi nous ne recrutons pas là-bas? On n'a jamais fait cette opération. Mais vous allez voir, on va prendre un Quinois qu'on va envoyer ambassadeur au Rwanda. Mais nous avons des gens là-bas. Nous avons des gens que nous pouvons faire retourner, comme on a fait avec l'ambassadeur rwandais qui est ici, du Rwanda qui est ici. Il a grandi ici, il est retourné au Rwanda, il est revenu comme ambassadeur. Pourquoi le Congo, nous n'avons pas le management politique? Il ne suffit pas que l'on puisse vous nommer ministre. Vous devez développer le management. Parce que gérer une nation, tout tourne autour des initiatives. Un gouvernement anticipe. Ceux qui sont autour du chef doivent toujours anticiper. Nous n'arrivons pas à nommer un ambassadeur, les charger, je ne sais pas, des renseignements autour. Nous n'arrivons pas à les avoir à partir du Rwanda, les ramener ici et les retourner là-bas. Pourquoi nous ne les faisons pas? Nous avons vu ça même à l'époque. Nous suivons les films même de l'époque romaine. Ils ont fait ça. Pourquoi nous sommes incapables à ce jour, au XXIe siècle? Donc nous avons un problème de management. Et ce problème de management nous amène aussi beaucoup de crises et fait que nous ne puissions pas voir l'essentiel. Et maintenant, pour nous, maintenant c'est quoi? On peut négocier, oui ou non, avec le M23? Avec le M23, on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. Il y avait déjà des négociations ouvertes au niveau du Kenya. Et les M23 étaient aussi invités, mais ils n'ont pas voulu participer. C'est alors qu'ils ont, pendant que tout le monde se disait, bon, maintenant, il n'y aura plus d'agression, nous sommes maintenant tranquilles, les négociations s'ouvrent. Eux refusent les négociations et ils viennent attaquer. Et on se poserait la question de savoir, est-ce vraiment des Congolais qui revendiquent? Parce qu'il n'est pas normal que là où les Congolais se disent que nous puissions nous mettre ensemble et discuter, si réellement tu es Congolais, tu n'éviterais pas, tu viendras en toute fierté. Mais quand tu refuses, c'est que tu n'es pas Congolais. Et comme c'est un mouvement qui n'est pas Congolais, un mouvement qui n'est pas reconnu au Rwanda, qui n'est pas reconnu en Ouganda, c'est un mouvement terroriste que nous ne pouvons que traiter en tant que tel, en tant que terroriste. Oui, mais avec quelle arme? Parce que déjà, la MONUSCO a dit qu'elle est incapable, elle n'est pas armée comme l'M23, c'est qu'il y a un déficit d'armement du côté congolais. Et voilà pourquoi Bunagana, ça fera pratiquement un mois, Bunagana est toujours entre les mains des M23 soutenus par le Rwanda. Vous savez, le M23, comme je venais de le dire, c'était un mouvement terroriste. Et ce mouvement terroriste, pour bien traiter avec ce mouvement terroriste, nous avons besoin que la MONUSCO puisse quitter cette zone. Pourquoi? Parce que la MONUSCO est en train de jouer à la zone, il gère des zones tampons, alors que ce sont eux qui accordent le couloir. Et aussi longtemps que la MONUSCO, nous serons incapables de mettre d'abord dehors la MONUSCO, ou que la MONUSCO change de milieu, nous n'allons pas résoudre ce problème, parce que pour la MONUSCO, c'est un business en continu. Et vous savez, plus il y aura la tranquillité en RDC, plus la MONUSCO ira en chômage. Et ils ne sont pas d'accord. Nous devons demander officiellement à la MONUSCO. Et vous savez la meilleure façon de demander à la MONUSCO, qui porte aussi les armes, c'est de l'inquiéter. Il faut inquiéter la MONUSCO. Il faut inquiéter la MONUSCO. Il faut les secouer comme a fait le président Bahati Lukwebo. Très bien. Et j'aimerais que le président Bahati Lukwebo vienne à son retour, je crois, la rentrée parlementaire, qu'il déclare cela pendant qu'il est en pleine séance, pendant qu'il est à sa place de président
du Sénat. Et non pas... Nous voulions que ça prenne un caractère, vraiment qu'une institution de la République à se prononcer. À se prononcer. Voilà, on va terminer par cette petite question. Élection 2023, vous êtes prêts pour les élections? Nous, même si, en tout cas, pour le MCU, même si on nous disait que c'est la semaine prochaine, vous êtes prêts? Nous sommes prêts. Avec cette configuration de la CENI, Kadima, bon, tant décrié par beaucoup. Hein. Écoutez, la CENI n'est pas gérée par une personne. Je ne vois pas, prenons par exemple moi, si je suis candidat dans ma circonscription électorale, je ne sais pas si c'est M. Kadima qui viendra gérer mes votes là-bas, mes voix. Je ne sais pas si M. Kadima va gérer mes témoins. Et même dans cette condition où vous avez la CENI, une province, Cour constitutionnelle, une province, l'Assemblée nationale, le premier vice-président, une province, cette configuration, vous ne voyez pas que c'est vraiment biaisé? Non, la configuration ne dit rien en soi. Le problème, c'est le respect du mandat. Ça rejoint ce que Kabound avait dit, qu'il y a déjà 350 députés qui seraient déjà bien préparés. S'il y en a, donc lui était aussi sur la liste parce qu'il ne pouvait pas être en dehors. Et je sais qu'il avait injecté aussi les siens. Donc, il avait déjà injecté. Nous l'avons vu injecter dans des entreprises et même à des postes ministériels. Donc, et vous n'avez pas été en contact avec lui pour qu'il vous mette quelque part, lui, Kabound? Non, je n'ai pas ce temps-là parce que je préfère vraiment aller... Vous n'avez pas eu de temps de parler avec lui parce qu'il y a d'autres qui sont frustrés? Parce que Kabound ne les a pas injectés là, vous, non? Non, il vous a pas approché? Pas du tout. Vous savez, moi, j'ai un esprit entrepreneur. Et vous savez, la gestion d'une nation, c'est quoi, en fait? C'est l'art de gérer la cité. Où serait l'entrepreneuriat dans tout ce que nous venons de dire ici? Il n'y a pas. Et toute cette jeunesse, ces mamans qui ont aussi espoir de nous écouter, parler un peu de l'entrepreneuriat dans ce pays, parler de ce que nous pouvons faire, parler un peu de la réglementation des crédits que nous pouvons, les entrepreneurs peuvent prendre en RDC, comment est-ce que cette jeunesse, avec un montant de 9 000 $ qu'il dilapide comme ça pour aller en Europe et rester chômeur, avec les 9 000 $, comment nous pouvons lui montrer le chemin de devenir patron chez lui. Et tout ça, ce sont des éléments assez importants parce que c'est cette même population que nous comptons gérer demain. Et si nous n'éduquons pas de manière, si nous ne leur donnons pas une éducation civique aujourd'hui, nous aurons du mal à les gérer demain. C'est ainsi que moi, je vous inviterai, si prochainement vous me recevez sur votre plateau, réservez quelques minutes pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est bien dit. D'ailleurs, nous inscrivons dans cette idée-là parce que nous refusons certainement cette jeunesse qui accourt vers les politiques, vers des mouvements qui deviennent Koulouna. Voilà, qui deviennent Koulouna. Et aussi qui deviennent des djihadistes dans des partis politiques. Et les Koulouna ne sont pas loin des porteurs d'armes comme ceux qui sont avec M23. Donc, si quelqu'un leur donne les armes aujourd'hui à Kinshasa, ils vont se transformer en M23. Donc, nous devons vraiment réfléchir et commencer à faire... Sur l'entrepreneuriat. Alors, nous vous aurons certainement très prochainement pour cette fois-ci parler de l'entrepreneuriat. Loin des tambours de politique. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul Sivouila. Voilà. Chivouila. Voilà, Chivouila. Voilà. Chivouila ou Sivouila? Chivouila, parce que les CI, l'Académie Louba, prononce Sachi, les TSHI a été déjà transformé pour les choses. Voilà. Alors, Chivouila. Merci beaucoup. C'est moi qui dis merci. On va recevoir notre invité tout de suite.